Quand je serai grande, je serai hôtesse de l'air. Eh bien moi, je serai docteur. Et vous, de quoi rêviez-vous enfant? Et maintenant, que faites-vous en vrai? Et si avant de se questionner sur le sens que l'on souhaite donner à sa vie, il était temps de s'autoriser à être soi-même? Et si finalement c'était ça, la clé du bonheur? Je suis Sophie, après des années comme avocate, j'ai décidé de changer de vie pour devenir coach mindset. Ma mission est d'accompagner les personnes qui hésitent à se lancer dans un projet professionnel, à gagner en confiance pour avancer et passer à l'action sereinement. Chaque jeudi, je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils et des réflexions pour mieux vous connaître, faire évoluer vos croyances limitantes et développer votre confiance et estime de soi. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner. Nous allons voir comment renforcer sa confiance en soi et ressentir de la sécurité dans son corps pour avancer sereinement et s'engager pleinement dans la vie. Il vous arrive peut-être de penser que vous n'êtes pas assez ou de ressentir un complexe d'infériorité face à quelqu'un qui peut vous impressionner par sa posture, son savoir, etc. Vous allez alors adopter inconsciemment un comportement timide, discret, pour ne pas vous rendre visible. Vous pouvez aussi vous auto-saboter sans même vous en rendre compte parce qu'au fond de vous, vous ne vous sentez pas en confiance. Tout part de la sécurité que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. C'est justement cette sensation intérieure qui va vous permettre de passer du mode survie au mode vie. Pour approfondir ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Leroux, coach, conférencier et formateur en pleine confiance. C'est un ancien sportif de haut niveau en rugby, puis préparateur mental pour sportifs. Il se forme à divers outils comme la cohérence cardiaque et devient coach certifié en neurosciences appliquées. Il s'est formé à la théorie polyvagale avec Deborah Dana. Bonjour Ludovic, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors pour commencer, dans votre parcours, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser aux problématiques liées au manque de confiance en soi? Alors, déjà moi-même, puisque j'étais quelqu'un qui manquait beaucoup de confiance. J'étais plutôt quelqu'un de timide, réservé, et en fait, je comprenais pas que à certains moments, je n'osais pas faire les choses, et puis à d'autres moments, ça se faisait assez naturellement. Donc, je me suis intéressé à ce qui faisait qu'il y avait cet écart, et qui faisait que pourquoi finalement je n'aurais pas la possibilité d'avoir très régulièrement ou plus souvent confiance en moi, puisque finalement il y a des choses des situations dans lesquelles je l'étais. Donc c'est ça qui m'a intéressé déjà, mon expérience personnelle, puis ensuite de voir que je n'étais pas le seul non plus, et que finalement ça pouvait aider beaucoup de gens. Et donc vous vous êtes formé à la théorie polyvagale avec Deborah Dana. Pouvez-vous nous en dire plus? Moi c'est vrai qu'au départ, moi je viens d'un milieu qui est plutôt mental, hein, la compréhension. J'adore encore comprendre les choses, mais il me manquait une dimension, c'est celle du corps. Et c'est pour ça que quand je suis tombé sur ces recherches en neurobiologie, donc qui relient le corps et le cerveau, eh bien ça m'a permis de compléter et d'aller aussi dans un environnement qui est autre que le cerveau, parce que finalement j'ai découvert beaucoup plus de choses qui pouvaient m'aider à être en confiance qu'uniquement dans le cerveau, dans lequel on a tendance aujourd'hui, justement, à le sacraliser. D'ailleurs, des fois, on a l'impression que c'est une entité à lui tout seul. On dit, mon cerveau, il aime pas ça, mon cerveau, comme si c'était lui qui tout seul décidait de ce qu'il pouvait faire ou pas faire. Et moi, j'avais tendance à être ce que j'appelle un cerveau sur pattes. C'est-à-dire que mon corps était un véhicule pour mon cerveau, alors que dès que j'ai découvert tout cet univers qu'il y avait dans mon corps, et notamment les mémoires du passé, le fonctionnement de sécurité ou d'insécurité à travers mon système nerveux autonome, eh bien, ça m'a permis vraiment de là, vraiment, au-delà de comprendre, d'expérimenter. Parce que j'avais tendance avant à me dire comment je peux avoir de la confiance ou être en confiance. Et c'est des mots qu'on utilise. Et aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à comment je peux ressentir de la confiance. Et donc, c'est beaucoup plus puissant puisque je suis pas en train d'essayer d'avoir la croyance que je peux y arriver. Je suis dans l'expérimentation que là, dans cet état-là, je suis en confiance. Donc, c'est vraiment ce qui a fait la différence à travers cet univers, la théorie polyvagale, où c'est notre instinct, c'est vraiment ce qui nous relie au monde, aux autres, et comment je peux me sentir en sécurité dans ces relations que je peux avoir avec les autres, le monde et du coup moi-même.
Et en quoi nos premières expériences de vie sont-elles liées ou sont-elles en lien avec nos comportements d'aujourd'hui? Alors, on vient au monde déjà avec cette capacité de pouvoir être en lien avec les autres. Ça, c'est important. C'est-à-dire que naturellement, on est des animaux qui vivent en troupeau. Donc, on est des êtres humains sociaux. Donc, on a cette capacité de rentrer en lien. Donc, déjà, tous ceux qui sont plutôt timides, réservés ou qui se méfient des gens, c'est qu'ils sont écartés de cette nature déjà profonde. Ensuite, on peut vraiment prendre l'exemple sur les animaux. Les animaux ont le même système nerveux autonome que nous. Et finalement, quand ils arrivent, eux, au monde, ils vont très vite comprendre s'ils sont plutôt proies ou prédateurs, en fonction des relations qu'ils peuvent avoir aussi avec les autres animaux. Et donc, ils vont développer des capacités de fuite, de combat ou de se cacher pour pouvoir justement se maintenir en survie. Et là, on appelle ça de l'intelligence instinctuelle. C'est l'instinct qui va les pousser à développer ça. On peut le voir si les personnes qui ont des chats ou des chiens, tout petits, ils s'amusent finalement à fuir, à combattre ou à se cacher. Donc, ils développent ces capacités-là qui sont nos capacités de survie. Et nous, les êtres humains, le problème, c'est qu'on ne sait pas si on est une proie ou un prédateur, puisque finalement, on ne vit pas dans ce monde d'insécurité où je peux mourir par rapport à une autre espèce qui peut me tuer. On rencontre pas des ours ou des lions tous les jours, donc on n'est plus soumis à cet instinct de survie. Mais on va apprendre avec nos expériences que finalement, ce qui nous est dangereux aujourd'hui, c'est plus de mourir, c'est de souffrir. Et donc, on va développer depuis tout petit, qu'est-ce qui me fait souffrir? Qu'est-ce qui peut m'apporter de la souffrance? Et la souffrance, ça peut être de la déception, de la frustration, ça peut être le fait justement de pas se sentir aimé, de pas se sentir assez, de pas se sentir important. Donc, c'est toutes nos expériences qui vont faire que ça, je vais déjà le définir. Est-ce que c'est pour moi de l'insécurité ou de l'insécurité? Donc, il y en a beaucoup qui sont transmis par nos parents. Et puis ensuite, à travers l'école, eh bien, on va aussi se comparer aux autres enfants et tout ça va créer finalement qui je suis, quelle est ma place dans cette grande tribu que sont les êtres humains et est-ce que je suis en sécurité dans tout cet environnement-là. Donc nos premières expériences vont conditionner finalement si je vais être en confiance ou en méfiance, donc en sécurité ou en insécurité par rapport aux autres, par rapport au monde et par rapport à moi-même. Et d'ailleurs, ça me fait juste rebondir par rapport à quelque chose, au transgénérationnel, parce que je me dis finalement, il y a aussi effectivement la confiance en soi finalement se construit à la petite enfance, mais aussi il y a, je pense, des choses qu'on porte aussi en nous, non, de par notre passé. Alors, en fait, il y en a très peu. C'est-à-dire que si on considère tous les travaux sur ce qu'on appelle l'épigénétique, Oui. L'épigénétique, ils ont observé que finalement, il y avait 15% de nos gènes qui étaient héréditaires et 85% qui venaient qui étaient conditionnés par rapport à notre environnement. Alors, ce qui fait que on a tendance à croire parfois c'est transgénérationnel, c'est parce que notre premier environnement, c'est nos parents. Donc finalement, dans notre environnement proche, eh bien, c'est sûr qu'on récupère énormément de comportements et de conditionnements qui peuvent nous faire croire que c'est génétique de manière héréditaire, mais c'est plus génétique de manière comportementale. Malgré tout, on appelle ça aussi du transgénérationnel, c'est-à-dire qu'on développe, en théorie polylégale, ils ont fait des études sur 3 générations pour montrer que, bien sûr, on avait les mêmes conditionnements, puisque tout petit, on appelle ça aussi de la corrégulation, tout petit, nos parents vont nous co-réguler, c'est-à-dire qu'ils vont nous transmettre leur système nerveux, on va dire, leur fonctionnement, et qui vont faire que nous aussi, on va apprendre à travers eux ce qui est dangereux, ce qui ne l'est pas. Puisque au début, quand on vient au monde, on ne sait pas ce qui est dangereux ou pas. À part des trucs d'instinct, vraiment de survie. Mais sinon, c'est pour ça que le bébé, il va pleurer parce qu'il a faim. Parce que c'est son instinct de survie qui l'amène à devoir se manifester. Mais sinon, bien, c'est nos parents, en fonction de leur réaction, en fonction de leur état, qui vont nous transmettre ça. Et nous, sans se rendre compte, inconsciemment, bien, on va le récupérer. Et parfois, plus grand, on ne sait pas pourquoi on réagit comme ça, mais on l'a récupéré. D'où l'importance aussi de se dire que s'il y a que 15% qui est héréditaire, ça nous laisse aussi une grande marge de progression. Quoi qu'on ait vécu dans notre petite enfance, ça nous laisse la possibilité vraiment de pouvoir évoluer et se sortir des schémas qu'on a pu récupérer. C'est plutôt positif. Et notre dialogue intérieur peut-il nous permettre d'identifier dans quel état de confiance nous sommes?
Alors, en théorie polyvagale et en neurobiologie, on va se servir de différents critères pour savoir dans quel état justement je suis, si je suis en sécurité ou en insécurité. On va se servir des pensées, des émotions et des sensations. Et les sensations, ça peut être plus difficile parce qu'il y a des personnes qui sont pas forcément connectées à leurs sensations. Et il y a beaucoup de gens qui sont ce qu'on appelle dissociés, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent beaucoup au niveau de la tête, mais au niveau du corps, ils n'ont pas beaucoup de ressenti, alors que nos pensées, nos émotions, ça va être plus simple. Donc, plutôt que de combattre justement ces dialogues internes, en fait, ces dialogues internes ne sont là que pour nous donner, faire référence de l'état dans lequel on est. C'est pour ça que le matin, on peut se lever en se disant aujourd'hui, je suis en pleine forme, je vais développer mon activité, je vais y aller. Et puis, au fur et à mesure des tâches, il y a des choses qui marchent pas, j'y arrive pas, et finalement, je change d'état et bizarrement, mon dialogue interne, c'est de toute façon, j'y arriverai jamais. Encore voilà, j'ai voulu y croire, mais c'est pas le cas. En fait, j'ai juste changé d'état et mon dialogue interne est ce qui me permet de savoir dans quel état je suis. Donc, chaque état de sécurité ou d'insécurité que l'on va avoir, eh bien, on va avoir chacun un dialogue interne qui correspond. Et les émotions, c'est pareil. Quand on est en sécurité, c'est le seul état où on va ressentir de l'amour, de la gratitude, de la compassion. On peut pas le ressentir quand on est en insécurité. Donc, le dialogue interne, c'est pareil. Quand je me dis je suis nul, c'est pas que je le suis. C'est juste que je suis dans un état de grand danger et que le fait de me dire je suis nul me permet de ne pas bouger, de rester là et de m'inhiber. Donc ça me permet en fait d'identifier dans quel état je suis, et ce n'est pas mon identité, c'est juste un état. Donc aussi encore un motif d'espoir aussi, c'est de dire mais en fait tout mon dialogue interne ne fait référence qu'à un état. Si je change d'état, je vais changer de dialogue interne. Donc finalement, je ne suis pas ce que je pense, et en même temps, je suis ce que je pense au moment T. Mais de manière générale, je ne suis pas ce que je pense. Je ne suis que ce que je pense n'est que l'état dans lequel je suis actuellement. Et cet état-là, je peux le changer. Ouais. Et justement, dans notre quotidien, nous avons plusieurs mécanismes de défense. Parmi eux, il y a le dreamer, le hider et le fighter. Ouais. De quoi s'agit-il concrètement ? Alors en fait, je suis sûr, il y a certaines personnes qui vont reconnaître par rapport à, notamment quand on parle de gestion du stress, on parle de réponse de fight, fright, flight, on va dire, c'est combattre, fuir ou s'inhiber, se cacher. Et en fait, faut comprendre que ces réactions appartiennent déjà à notre système nerveux autonome, qui lui, en fonction de ce qu'il a identifié dans notre relation actuellement avec l'environnement, avec les autres ou avec moi-même, dans quel état de relation je suis. Est-ce que je suis dans une relation où il peut y avoir un potentiel danger? Alors je le répète, c'est pas un danger de mort, c'est un danger de souffrance, par exemple, parler devant un public. Voilà, être choisi dans la foule pour dire allez, on monte sur la scène et je vais parler devant les gens. À ce moment-là, ce qu'on appelle donc le hider. Le hider, c'est mon état d'inhibition. On appelle ça aussi le vagal dorsal en neurobiologie. Eh bien, il va avoir tendance à dire ah ça c'est un grand danger, donc je vais t'inhiber pour pas que tu ailles sur la scène. Parce que le danger, c'est pas de parler, c'est les conséquences. Les conséquences, ça peut être qu'on se moque de moi, que je paraisse bête, que je sois pas intéressant. Et ça, c'est des références que j'ai vécues dans le passé, obligatoirement. Soit moi, je les ai vécues ou j'étais spectateur. J'ai pas obligé que ce soit moi qui l'ai vécu. Mais j'ai vécu à travers l'autre la situation. Donc, je peux identifier ça comme une situation de grand danger, de souffrance. Donc, pour me protéger, je peux utiliser le hider. Donc, je vais m'inhiber. Et là, souvent, je vais pas savoir quoi dire. Je vais avoir la gorge serrée. Enfin, tout le corps se met en place pour pas que je parle. Je vais suer. Limite même, je vais dire non, non, merci, je veux pas. Voilà, je vais refuser. Alors peut-être c'est une opportunité pour moi, mais cette situation peut être un danger par rapport à mes références passées. Donc ça, c'est une réaction d'hider. La réaction de dreamer, c'est la fuite. Mais ça se traduit pas, nous, par on va fuir, courir dans notre maison, même si on va le faire pour s'occuper souvent. C'est-à-dire ça s'appelle ça de la procrastination passive. C'est actif, pardon. Je vais m'occuper pour faire plein de choses et pour justement fuir mes responsabilités. Mais souvent, notamment dans le développement personnel, le dreamer, ça va être justement celui qui va s'échapper, qui va vouloir s'évader de ses souffrances.
Donc, il va souvent utiliser le développement personnel pour éviter de souffrir. Et il a trouvé un bon moyen, eh bien, c'est de faire de la méditation, de la respiration, donc de combler le temps avec des choses qui me font du bien, parce que pendant ce temps-là, je suis pas confronté à mes souffrances. Le problème, c'est que quand j'ai fini, je reviens dans la réalité où mes souffrances reviennent petit à petit. Donc, il y a d'autres moyens de pouvoir justement se sentir en paix et en confiance avec ses souffrances. Mais là, c'est un moyen de pouvoir fuir la réalité et on peut l'utiliser. Alors, je parle du développement personnel, mais toutes les addictions sont faites aussi pour ça, pour nous évader, nous échapper d'une certaine souffrance. Et puis, on a le dernier, le fighter, qui lui plutôt le combat, où eh bien c'est des personnes qui vont avoir tendance à vivre dans un monde où ils peuvent se sentir tout le temps agressés. Et donc, ils sont toujours actifs. Il faut toujours que je sois actif tout le temps. Hein, c'est no pain, no gain. C'est la psychologie du mérite. C'est-à-dire que j'ai appris que c'est en faisant des actions que je vais avoir des résultats. Alors que pas forcément. Hein. Bien sûr, c'est plus simple. Si on passe à l'action, c'est sûr on a plus de chances d'avoir des résultats qu'en restant dans son canapé. C'est ce qui va nous donner l'illusion de confiance dans cet état-là. C'est que comme je suis actif, comme mon corps est actif et que ça bouge, j'ai l'impression que je suis vivant. Qu'il y a quelque chose qui bouge, je suis vivant. Mais pourtant, c'est dans cet état-là que je vais aussi m'amener vers le burn-out ou vers des épuisements, où je vais faire des hauts et des bas. Parce que finalement, comme je ne sais pas gérer forcément mon énergie, à un moment donné, j'ai besoin aussi de récupérer. Et donc, si je suis trop dans ce phénomène-là, eh bien, je vais justement tout le temps me battre, alors que c'est pour me protéger, parce que j'ai l'impression que c'est de cette façon que j'y arriverai et que j'éviterai justement les souffrances aussi, l'échec. Si j'en fais plus, j'ai l'impression que je vais peut-être moins échouer que d'autres. Hein, donc, du coup, je vais en mettre plus. Et ces trois états-là, ce sont vraiment des états de protection qui nous permettent de comprendre nos comportements pour que ça soit ensuite adapté et pas qu'on les subisse, parce que c'est ça qui est important. Il n'y en a pas un qui est moins bien que l'autre. Parfois, il faudra se cacher, parfois, ce sera bien de fuir et parfois, ce sera bien de se battre. Mais le plus compliqué, c'est quand on le fait tout le temps, quand c'est conditionné, que tous les jours, je me mets ma routine en place pour me battre aujourd'hui, et alors qu'aujourd'hui, peut-être, il faut que je me pose et que je ne fasse rien, parce qu'à ce moment-là, je fais aussi quelque chose, et ça, je ne sais pas faire, parce que ça me fait peur de rien faire, j'ai l'impression que je perds mon temps. Donc, c'est vraiment cette capacité justement d'utiliser nos états pour nous adapter et non pour nous protéger. Et c'est ce qu'on apprend à les utiliser plutôt qu'à les subir et à les choisir plutôt que ce soit eux qui nous choisissent à travers nos conditionnements du passé. Et justement, ça me fait... Alors, il y a deux questions en une, mais déjà, comment j'allais dire, on passe du mode survie au mode vie finalement, parce que finalement, ces mécanismes nous mettent en mode survie finalement. C'est un peu comme à l'époque, on prend l'exemple d'un animal, je veux dire, qui va fuir, il voit quelque chose qui lui fait peur, il part en courant. Ouais. Sauf que nous, ça se manifeste autrement. Mais du coup, comment on passe d'un état à un autre, d'un mode à un autre? Alors, il y a ces trois états d'insécurité, mais il y a un quatrième état de sécurité qui s'appelle le vagal ventral, c'est la partie ventrale de notre nerf vague. Alors, tout ce que j'explique, c'est physiologique. Hein. Je parle de notre système nerveux autonome, c'est pas des concepts où je vais me battre. Non, je vais stimuler. Hein. Si j'ouvre une personne, je vais dire, voilà, ce nerf sympathique là, c'est celui qui va nous stimuler. Donc, quand je suis dans cet état-là, mon système sympathique, il est stimulé. Pourquoi je dis ça? Parce que les animaux sont beaucoup plus intelligents justement à ce niveau-là. C'est-à-dire que prenez l'exemple d'une antilope qui va entendre un bruit, qui va peut-être fuir. Une fois qu'il n'y a plus de danger, l'antilope elle va revenir au calme et elle va brouter tranquillement dans la savane. C'est ça, notre capacité en fait à revenir dans cet état de sécurité qui va nous amener à développer ce qu'on appelle notre tonus vagal. Le tonus vagal, c'est notre capacité justement de passer de l'insécurité à la sécurité. C'est cette capacité-là qui va faire que même si je suis en insécurité, c'est pas grave, je sais que je vais pouvoir me remettre en sécurité. Donc je vais moins avoir peur de l'insécurité. Parce que finalement, ce dont les gens ont le plus peur, c'est justement de pas savoir comment répondre à une situation. Soit une situation dans le passé où je n'ai pas su répondre et du coup ça me fait peur, ou une situation inconnue dans laquelle je ne sais pas comment je vais pouvoir y répondre. Et puis la deuxième chose, c'est même si je ne sais pas y répondre, je ne sais pas comment garder le lien avec moi-même dans les souffrances. Si je suis en situation d'échec, c'est pas grave l'échec. Personne n'est mort d'un échec. Par contre, c'est quand on est en train d'échouer, quelle relation j'ai avec moi-même à ce moment-là.
Est-ce que je suis en train de m'en vouloir, me séparer de moi-même, ou est-ce que je reste en lien avec moi-même en disant c'est OK? Est-ce que je peux revenir à de l'apaisement, à du lien, de la sécurité dans une situation qui pourrait me procurer de l'insécurité? Parce qu'on m'a dit qu'il fallait à tout prix éviter l'échec. Parce qu'on m'a dit que la déception, j'aime pas ça. La frustration, j'aime pas ça. Et l'isolement, voilà. Si je suis pas aimé des autres, j'ai l'impression que je vais mourir. Alors que si je suis à l'aise dans ces situations-là, eh bien, finalement, c'est là où je vais développer ce que moi j'appelle ma pleine confiance. Et donc, pour basculer d'un état d'insécurité à un état de sécurité, eh bien, déjà, il y a un truc qui est contre nature, c'est que je vais devoir m'entraîner à des situations d'insécurité. C'est-à-dire que je vais m'entraîner au moment où je suis en insécurité pour pouvoir justement me dire qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans mon corps et comment je peux revenir en sécurité dans un environnement insécure pour pouvoir montrer que finalement c'est pas un danger. Alors que moi, dans le passé, j'ai appris que ça c'était un danger. Parler en public, par exemple, si je reprends la situation qu'on a pris, comment je peux être sur la scène en sécurité avec, je sais pas, des milliers de personnes. Et du coup, qu'est-ce que je vais utiliser pour me mettre en sécurité? Et c'est là ensuite, je sais pas si tu as prévu des questions là-dessus, mais qu'on va voir les moyens justement de pouvoir le faire à travers des choses que l'on sait faire naturellement, mais qu'on va utiliser comme la respiration, comme la méditation, comme finalement que des outils qu'on utilise dans le développement personnel, mais dans un but non pas de s'échapper, de s'évader, mais dans un but de rester dans cette situation d'insécurité, mais avec une sensation de sécurité à l'intérieur, de pouvoir regarder l'insécurité, de pouvoir être en lien avec ce qui m'a fait souffrir, tout en continuant à me mettre en sécurité afin de changer mon conditionnement intérieur, changer ma relation, afin que je puisse à un moment me dire, OK, maintenant j'ai perçu que ça, c'était de la sécurité finalement. Et je rebondis avant de poursuivre, mais vraiment sur ce côté où, en fait, on part de l'intérieur pour enfin, c'est important Oui. parce que c'est vrai que très souvent, et l'être humain est conçu comme ça, on cherche à l'extérieur pour camoufler l'intérieur. Et là, justement, en fait, c'est totalement l'inverse. C'est tu Oui. pars à l'intérieur pour, ouais. Oui, parce qu'il y a deux choses en fait. Il y a l'expérience vécue et l'histoire que j'en fais. Ouais. Quand j'étais enfant ou quand les expériences que j'ai fait quand j'ai grandi, il y a deux choses. Il y a l'expérience vécue et l'histoire que j'en fais. L'expérience vécue, c'est justement les quatre états, le vagal ventral sécurité, le combat, la fuite ou l'inhibition. Donc, j'ai été dans un de ces quatre états-là, de toute façon. Et ensuite, comme j'ai été dans cet état-là, l'information est revenue à mon cerveau et ce qu'on appelle mon nerf gnosique, lui, va donner du sens à ce que je suis en train de vivre à l'intérieur. Et surtout, quand je suis enfant, quand je suis adulte, à la rigueur, je peux être plus lucide par rapport au sens. Mais quand je suis enfant et que je ne connais pas comment fonctionne le monde, eh bien, quand je ressens de l'insécurité, et ça peut être justement qu'est-ce que j'ai fait de mal pour pouvoir ressentir justement de l'insécurité. Si j'ai des parents qui me disent mais arrête de parler et que du coup moi je ressens cette agressivité, même si c'est pas directement agressif, mais c'est leur état. Eh bien, tout d'un coup, c'est comme si j'étais puni et du coup, j'ai dû faire quelque chose de mal. Donc, mon nerf gnosique, lui, il va chercher du sens à ça, à l'expérience que je suis en train de vivre. Et il va donner du sens, même si le sens est mauvais. Eh ben, si je dois pas parler, c'est peut-être que je suis pas intéressant. C'est peut-être parce qu'il y a ceci, c'est peut-être parce que je mérite pas d'être aimé, c'est peut-être parce que... Et après, nous, on prend ça et on grandit avec ça et on garde ça. Et à chaque fois que je ressens une sensation qui ressemble, eh bien, c'est cette histoire qui ressort. Donc, si je veux parler en public et que je dis bah ouais, mais je veux pas être intéressant, c'est l'expérience, je l'ai même pas vécue. Je sais pas si je vais être intéressant. Par contre, à l'intérieur de moi, c'est comment je peux calmer ça, calmer. Des fois, on appelle ça mon enfant intérieur. Comment je peux jouer sur l'expérience intérieure plutôt que l'histoire dont je me raconte. C'est pour ça que l'histoire, limite, on s'en fout parce que la majorité de nos histoires, elles sont pas bonnes, elles sont pas valides, elles sont pas légitimes. C'est comme un enfant qui va dire j'ai peur du monstre qui est dans le placard. Nous, adultes, on a nos monstres dans le placard. C'est juste qu'on leur a donné d'autres sens. Mais de dire j'ai peur de parler en public, ça n'a aucun sens normalement. Je devrais pas avoir peur. De parler en public. J'ai peur des conséquences. Mais les conséquences, ça vient d'où? Ça vient d'expériences que j'ai vécues dans mon corps. Et quand je vais parler en public, je ressens la même chose. Donc, je vais me raconter les mêmes histoires que si je parle et que je suis pas intéressant, eh bien, c'est la même chose que quand je parlais devant mes parents et que finalement, ils me disaient oui, mais on verra ça plus tard. Et du coup, je vis la même expérience et je vais me raconter la même histoire. Donc, je peux agir sur l'expérience dans mon corps plutôt que de travailler sur toutes les histoires que j'en ai fait, parce qu'en plus, ça sert à rien, elles sont pas bonnes.
Non, mais c'est ça, totalement. Et justement, concernant l'accompagnement autour du nerf vague, comment ça se passe concrètement, en fait? Alors, le nerf vague, il fait partie de ce qu'on appelle notre système parasympathique. Et on a aussi ce qu'on appelle notre système sympathique. En fait, c'est comme l'accélérateur et le frein d'une voiture. Notre système sympathique, lui, il s'active quand on a perçu une menace, un danger dans lequel on doit fuir ou combattre. Donc, on va activer le coffre. Et le parasympathique, lui, dont fait partie le nerf vague, on va dire que c'est le chef du système parasympathique, lui, il est là ensuite pour pouvoir apaiser le sympathique. Okay, donc, une fois qu'on a identifié le danger et qu'il n'y a plus de danger, il est là pour reprendre la main et on va apaiser. Sauf que nous, on ne sait plus faire ça. D'accord? Donc, il y a toujours de l'activation ou de l'inhibition trop forte et c'est comme si on devait repasser notre permis de conduire, quoi, hein, parce que c'est comme si on contrôlait pas nos pieds là qui accélèrent, qui freinent, c'est n'importe quoi. Et donc, le but du nerf vague, c'est vraiment de pouvoir retrouver de l'apaisement. Alors, de l'apaisement, quand je dis apaisement, parce qu'il y a des personnes qui connaissent bien le nerf vague, ils vont dire, bah oui, mais le vagal dorsal, celui qui nous inhibe, en fait, il va vraiment, comment dire, pas apaiser, mais diminuer notre organisme pour pouvoir se cacher, ne pas bouger, parce que là, on est en grand danger. Donc, le nerf vague, il agit à ce niveau-là, mais il va diminuer de toute façon notre organisme, soit pour revenir en sécurité, soit pour nous cacher totalement parce qu'il y a un grand danger. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est justement d'entraîner cette pédale de frein, parce qu'on a tendance à avoir des dangers partout, tout le temps, même quand il n'y en a pas. Hein. Le matin, on prend son petit déj et on est en train de penser à notre rendez-vous de l'après-midi. Et là, tout d'un coup, j'espère que ça va bien se passer. C'est ça. Alors que s'il y avait un extraterrestre qui viendrait, il dirait, mais je comprends pas pourquoi tu es dans cet état-là, tu es en train de prendre un petit déj, c'est dangereux de prendre un petit déj. Non, c'est ce que je suis en train de penser qui est dangereux. Et du coup, ça crée les mêmes effets sur moi. Mais à ce moment-là, il n'y a pas de danger. Donc, c'est à moi, justement, de pouvoir, à travers mon nerf vague, de l'entraîner pour pouvoir revenir, justement, à cet apaisement parce que c'est un entraînement qu'il faut mettre en place. Parce que sinon, on a un conditionnement qui fait que tout de suite, on est activé par plein de dangers, plein de menaces qui sont soit des menaces extérieures ou des menaces intérieures. Parce que là, on parle de relations aux autres et tout ça, mais ne serait-ce que manger des choses qui me conviennent pas, ça crée de l'insécurité aussi à l'intérieur. Avoir des blessures, ça crée de l'insécurité à l'intérieur, parce que je suis moins capable de me battre, peut-être, de fuir, ne serait-ce que d'avoir des tensions au cervical, ça crée de l'insécurité à l'intérieur, parce que je suis moins capable de voir les dangers. Donc, c'est comme si on disait, attention, s'il y a un danger, on est moins capable de le voir, donc ça va créer du stress, donc de la méfiance. Et tout ça, ça m'empêche finalement d'être dans un état de confiance naturel, dans lequel je peux être, pas en permanence, mais revenir régulièrement. Ou voilà, je fais quelque chose sur Internet, ça marche pas, mince, comment je vais faire? Donc là, c'est normal que je passe en insécurité. Je suis en train de chercher une solution, m'activer, ça va m'aider. Et puis, peut-être je vais prendre du recul, enfin, il y a différents moyens. Peut-être je vais fuir sur le moment parce que ça sert à rien que je m'agace, j'ai pas les solutions. Donc je vais fuir en attendant peut-être d'avoir une ressource. Bref, je vais m'adapter pour ensuite revenir à un moment d'apaisement. Et puis s'il y a une autre insécurité, là, je saurai m'activer. Et donc c'est ça ce qu'on appelle pour moi la pleine confiance, c'est cette capacité à m'activer au moment où il y a réellement une insécurité et revenir au calme quand je perçois qu'il y en a plus et faire des allers-retours entre les deux. En fait, vraiment, cette démarche permet aussi finalement d'agir beaucoup plus en conscience finalement. Oui. C'est ça, c'est plus s'identifier finalement à l'agitation intérieure et finalement à un moment donné, reprendre, reprendre les manettes. En fait, c'est ça. Oui, c'est ça, on appelle ça la neuroception. C'est un terme qui a été justement développé par Dr Stephen Porges, qui est à l'origine de la théorie polyvagale. C'est justement cette capacité à le ressentir. Les animaux ont une bonne neuroception, eux, parce que ils ont besoin justement de ressentir, parce qu'eux, ils sont vraiment en survie. Je parle des animaux sauvages, les animaux domestiques un peu moins, mais l'animal sauvage, tous les jours, il peut mourir. Nous aussi, mais moins parce qu'on va être attaqué ou des choses comme ça, ça va beaucoup moins se produire. Donc on a tout intérêt justement à être conscient de ce qui se passe parce que finalement, c'est exactement la même chose qui se passe. C'est comme s'il y avait des dangers et qui font que, tiens, là, je suis en train de ressentir quelque chose. Là, ou même des tensions qui reviennent de temps en temps. C'est des signaux qui me montrent que je suis en train justement d'avoir soit des mémoires du passé, des choses qui reviennent, qui ressurgissent par rapport à un stimuli, un indicateur, quelque chose que je dois faire, et qui vont me permettre de comprendre parfois, alors que j'ai jamais vécu l'expérience, pourquoi j'ai peur de ça.
et de pouvoir le relier et d'être plus conscient à ma vie à l'intérieur, qui est en relation avec l'environnement finalement, parce que c'est vraiment ça dont je vais être le plus conscient, c'est ma relation avec tout ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur, plutôt que oui de vivre les choses en mode automatique, en mode survie et espérer que ça passe quoi. Ouais, exactement. Et justement, pouvez-vous nous donner un petit exercice à nos auditeurs pour les aider à réguler leur système nerveux? Ouais, alors il y en a plein qui connaissent déjà, mais qui ne font soit sans conscience ou soit sans faire exprès. Mais je vais en donner un qui est facile à faire, qui prend très peu de temps, et souvent je le donne parce qu'on le fait déjà sans s'en rendre compte. Et je pars toujours de cette histoire. Imaginez si vous avez un bus à prendre et voilà pour aller à un truc qui est génial. Donc vous êtes dans un état comment on dit, de joie. Et puis vous voyez que le bus à 50 mètres, il commence à mettre le moteur. Et vous dites mince, il faut pas que je le rate. Donc je commence un peu à m'activer. Justement là, je vais passer en mode sympathique pour activer mon corps. Et puis je vois qu'il commence un peu à avancer. Donc là, je vais me mettre à courir. Et puis je commence à taper sur la porte. Et puis gentiment, le chauffeur il s'arrête, il m'ouvre avec un grand sourire. Il dit bah montez. Je monte dans le bus, je m'assois sur un siège. Et la première chose que je fais, c'est quoi? Exactement. Je te vivais là. Donc on fait un soupir. Okay, donc le soupir, c'est un moyen de régulation de notre système nerveux. Parce que qu'est-ce qui est en train de nous dire notre corps? Il est en train de nous dire, c'était cool, on marchait dans la rue, on était bien, donc on était en sécurité à l'intérieur. Et puis, il y a une insécurité, c'est que le bus parte sans nous et donc on va rater. Donc on s'active, là on est en insécurité parce que j'ai envie d'avoir mon bus. Et donc là j'ai mon bus, donc l'insécurité n'est plus là. Donc le corps, pour se réguler, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un soupir qui va nous permettre en fait de revenir au calme. Donc ce qu'on peut faire, nous, c'est 3 soupirs intentionnels. 3 soupirs intentionnels qui vont activer directement notre nerf vague et qui vont nous permettre justement de revenir à un état justement de sécurité. Ça ne veut pas dire que je vais que je vais pas rebasculer dans l'insécurité, parce que ça, c'est ce qu'on appelle ensuite notre homéostasie, c'est notre équilibre. C'est certains, leur équilibre, c'est l'insécurité. Il faut que je reste toujours actif, c'est comme ça que j'ai le plus de chances de survivre. Mais pendant ce temps-là, c'est juste d'avoir conscience que en faisant ces 3 soupirs, qu'est-ce que je ressens dans mon corps par rapport à l'insécurité, et toujours être conscient de ces ressentis. Qu'est-ce que je pense à ce moment-là? Quel type d'émotion j'ai à ce moment-là? Pour pouvoir voir la différence entre mes états de sécurité et d'insécurité. Parce que c'est vraiment la première chose à faire qu'on apprend, nous, dans la méthode pleine confiance, c'est reconnaître. Si je sais pas reconnaître mes états, je peux pas ensuite les changer. Et ça, rien que le soupir, mais on peut utiliser la cohérence cardiaque, on peut utiliser de la méditation, de la connexion à la nature, la stimulation aussi par le froid. Enfin, on peut utiliser plein de choses que l'on fait déjà et dans lesquelles on se dit ça me fait du bien. Mais de se dire, plutôt que de juste se dire ça me fait du bien, de dire au moment où ça me fait du bien, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je pense de moi? Qu'est-ce que je pense de la vie? Qu'est-ce que je pense des autres? Parce que c'est ça, être dans mon état de sécurité. Et donc, je vais avoir plus de chances ensuite d'aller le chercher si je le reconnais, plutôt que de me dire j'espère que ça va bien se passer. Non, je sais pas si ça va bien se passer. Par contre, est-ce que je peux me mettre dans l'état dans lequel, même si ça se passe mal, ça sera OK? Pour que je n'ai plus peur, en fait, de ce qui va se passer. Parce que quoi qu'il se passe, peu importe, je me sentirai bien. Alors c'est sûr qu'il y a peut-être un scénario que je préfère que l'autre. Mais ou parfois je demande aux gens, voilà, imaginez le pire. Et quand j'imagine le pire, comment je peux être en sécurité avec le pire? C'est-à-dire que même si j'ai pas ce travail, par exemple, même si mon client il me dit non, même si il se passe ceci ou cela, comment je peux me sentir en sécurité dans ce scénario-là? Parce que à ce moment-là, la personne dont j'ai le plus besoin à ce moment-là, c'est moi. C'est cet état de sécurité, de confiance. La confiance, c'est le lien. Comment je peux être en lien avec moi, peu importe ce qui se passe. Et là, je vais avoir beaucoup moins de peur, parce que finalement, mes peurs arrivent pour me protéger, pour m'alerter qu'il y a un danger. Mais le plus grand danger, c'est justement c'est que je ne sois pas moi présent au moment où je suis en insécurité. Et finalement, je vais avoir beaucoup moins peur. Je vais les avoir, mes peurs. Mais là, je te donne un exemple. Dans 10 jours, je vais faire une conférence au Québec devant 3000, 4000 personnes. Bien sûr qu'il y a des peurs qui arrivent. Mais quand je serai sur scène devant ces gens-là,
est-ce que je serai présent avec moi-même? Et je sais que je serai, puisque rien que là, j'ai envie de rire, de m'amuser avec eux. Est-ce que je serai présent avec moi-même? Est-ce qu'on va jouer ensemble? Est-ce qu'on va faire des choses ensemble? Ou est-ce que je serai en train de me dire, j'espère que je serai à la hauteur, j'espère que je vais pas dire de bêtises, j'espère que je vais me rappeler de mon texte, j'espère que... Et là, du coup, je me coupe de moi, je suis en train d'être complètement dans l'insécurité et qu'est-ce que je peux faire alors que c'est pas le moment. Et aujourd'hui, moi, si jamais il y a quelqu'un dans le public qui me dit, mais c'est nul ce que tu fais, qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? Comment je peux me sentir à ce moment-là? Si moi, j'imagine que c'est le pire. Hein, et faire, c'est pas forcément dire quelque chose. Hein. Ça peut être juste, ok, il a le droit aussi de pas aimer. Ouais. Juste accepter, ok, mais vous avez le droit de pas aimer, et c'est génial. Est-ce qu'il y en a d'autres qui n'aiment pas ce que je suis en train de dire? Et qu'est-ce qui vous met en insécurité à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que vous aimez pas? Et est-ce que je peux être dans le lien ou de dire, et ça, il faut pas que ça arrive? Parce que sinon, je vais passer mon temps à éviter ce que je redoute. Ouais. Plutôt que de me dire, ça arrivera de toute façon. Peut-être pas le pire, mais il y a des choses qui arriveront. Comment je peux être là avec moi-même, présent et en sécurité, et ne pas ressentir ça comme de l'insécurité. Puis c'est vrai que ça me fait penser par rapport à ça, c'est vrai qu'on peut avoir tendance justement quand on a peur, notamment comment ce sera à réceptionner, j'allais dire, par les gens qui vous écoutent par exemple en conférence, à s'auto-censurer finalement, parce que là c'est notre histoire qu'on se raconte qui va finalement nous couper de Bien soi. Sûr, ouais. Et justement c'est ça, donc le fait d'être vraiment présent à l'intérieur de soi et d'amener cette sécurité à l'intérieur de soi, effectivement c'est ça qui va permettre aussi finalement de laisser court, enfin je veux dire, d'oser faire plein de choses, tout simplement. Mais c'est comme ça que fonctionnent nos rêves. Hein. Nos rêves, à partir du moment où ils restent ici et qu'ils sont pas à l'extérieur, c'est bien. C'est pour ça que j'appelle ça aussi les dreamers. Hein. C'est parce que rêver, ça ne demande pas d'effort. C'est agréable de rêver. C'est agréable. Par contre, de pouvoir les mettre en action, de pouvoir les réaliser, c'est différent parce que là, tout d'un coup, il peut y avoir des enjeux. Et c'est ça que je dois identifier. C'est quoi les enjeux? Moi, j'appelle ça des objectifs de survie. Hein, c'est quoi les objectifs de survie? Parce qu'ils seront toujours prépondérants par rapport à mes objectifs de vie. Et les objectifs de survie, c'est, par exemple, la déception peut être un objectif de survie. Par exemple, si j'ai un rêve et que je veux à tout prix le réaliser, mais que j'espère que j'y arriverai parce que sinon je serai vraiment déçu, eh bien, la déception va devenir l'objectif prioritaire. Comment je peux éviter la déception plutôt que comment je peux réaliser mon rêve. Donc, ça va devenir comment je peux réaliser mon rêve en évitant la déception. Mais après, ça va être comment je peux réaliser mon rêve en évitant la déception et en évitant l'échec. Comment je peux réaliser mes rêves en évitant la déception, l'échec et le jugement des autres. Et à ce moment-là, mon rêve, l'enjeu devient beaucoup plus important et du coup, mes objectifs de survie prennent le pas. Et donc, pour me protéger, je le fais pas. Plutôt que de me dire, OK, je sais que je peux être déçu parce que potentiellement, je peux ne pas y arriver. Comment je peux être à l'aise avec la déception au moment où ça arrive? Tiens, est-ce que j'ai déjà été déçu dans mon passé? Oui. Est-ce que je peux reprendre ces mémoires-là et apporter beaucoup de sécurité à ces expériences que j'ai vécues? Pour me dire, tu sais, tu as été déçu à ce moment-là, mais c'est OK. La prochaine fois que ça arrivera, voilà comment on va pouvoir être avec soi-même à ce moment-là. Hein, plutôt que de dire, ah, mais ça, il faut pas parce que c'est désagréable. Et du coup, c'est ça la souffrance que je peux avoir. Mais tout ce qui va être aussi le rejet, qui va être l'abandon, voilà, est-ce que j'ai vécu de l'abandon? Oui. Comment je peux être à l'aise avec l'abandon? Moi, par exemple, je portais, je ne suis pas important. Hein, avec les abandons, je ne suis pas important. Et aujourd'hui, je le prends en disant, c'est vrai que je suis pas important. À quel moment je dois pas être important? Par exemple, là, en ce moment, je dois pas être important. C'est les autres qui sont importants. Qu'est-ce que je peux leur partager? Qu'est-ce que je peux leur donner? Et plutôt que de se dire, comment je peux être important? Comment je peux avoir de la valeur? Comment je peux être unique? Mais ça, c'est déjà fait. J'ai pas besoin de m'en préoccuper. Je m'en préoccupe parce que ça a été mis en jeu dans le passé. Et donc, ça m'a fait souffrir. Et donc, aujourd'hui, comment je vais m'en préoccuper? Et notamment, ma valeur personnelle, qu'on entend beaucoup dans le développement personnel. Quand je suis dans mon état de sécurité, je me pose aucune question sur ma valeur personnelle. Je me pose aucune question sur ma confiance, mon estime de soi, l'image de soi, la relation à soi. Je me pose aucune question. Ça, c'est des termes qui ont été inventés pour faire face à notre insécurité. D'accord? Ça n'existe pas quand je suis en vagal ventral. Quand je suis en vagal ventral, c'est par exemple, je suis avec des amis en train de rigoler. Je me pose pas la question de savoir combien je vaux, si je suis en confiance.
je profite, tout C'est simplement. ça. Et c'est ça que je dois développer encore plus parce que dans cet état-là, il n'est aucune question de savoir ce que je vaux. Et plus je passe dans cet état-là, moi je me pose cette question et plus je peux passer à l'action et faire ce que j'ai envie de faire. Et moi souvent j'inverse les phrases avec l'univers de la neurobiologie. Et il y a une phrase que j'utilise souvent, c'est quand on dit souvent quand on veut, on peut. Et malheureusement en neurobiologie, ça c'est pas vrai. C'est pas parce que je veux que je vais pouvoir. Parce qu'avec mes conditionnements, avec mes protections, je peux vouloir tout ce que je veux, j'y arriverai pas. Par contre, Exactement. on va faire en sorte d'inverser la phrase. Quand on peut, on veut. C'est-à-dire que si dès demain, je peux me sentir en sécurité dans plein de situations, ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir peur, hein, mais ça veut dire que je vais être capable de pouvoir malgré tout y aller. Hein, et si je peux me sentir capable de combattre quand il faut, de fuir quand il faut, de me cacher quand il faut, et de me sentir en sécurité aussi quand finalement il n'y a pas d'insécurité, eh bien là, je vais pouvoir faire plein de choses. Et là, la question, c'est finalement, c'est qu'est-ce que je veux? Parce que ça va pas être dépendant de ce que je peux faire, ce que je veux. Ça va être ouvert, parce que c'est là où je vais avoir la véritable abondance. Qu'est-ce que je veux? Tiens, je veux écrire un livre. Eh ben, ouais, ok, on y va. Tiens, je veux faire une grande conférence. Ok, on y va. Parce que j'aurais pu, mes freins qui vont me dire, non, ça, c'est dangereux. Dans le passé, on l'a vécu, ça, tu peux pas. Ok, bah, qu'est-ce que je veux finalement, quand je vais égrener tout ce que je peux pas, il me restera une liste de ce que je peux et je croirais que c'est ce que je veux. Alors que je veux sûrement plus. Est-ce que je peux, et que je peux sûrement plus. Ouais. Effectivement, de toute façon, notre propre barrière, c'est nous-mêmes, hein. Donc, de toute façon, Oui, c'est c'est tout ce qu'on a construit comme étant ma construction à moi, qui je suis. ça. Et plus je me désidentifie à ça, et plus finalement je recrée mes propres expériences de relation au monde, de relation à moi, en sécurité, en régulant mon système nerveux, du coup, en le replaçant au bon endroit, en lui redisant ce qui est dangereux et pas, est-ce qu'il ne l'est pas, ce qu'il ne l'est plus, parce que c'est OK. Je suis OK avec cette souffrance. Et bien finalement, c'est là où j'ai le choix, quoi. Souvent, je fais la différence entre, il y a d'un côté, j'ai un menu avec que les choses que j'aime bien, mais je les aime bien parce que je suis en sécurité avec. C'est Et ça. de l'autre côté, j'ai un buffet où je peux manger ce que je veux. Et, c'est la différence que je fais entre ce qu'on appelle la loi d'attraction et la loi d'attractivité. C'est dans la loi d'attraction, je vais vouloir attirer, je vais attirer que des choses où je suis finalement en sécurité. Tout le reste, je vais pas l'attirer parce que je suis pas en sécurité avec. Et ce que j'appelle moi la loi d'attractivité, où finalement, si je suis dans le bon état, bah, je peux attirer tout ce que je veux parce que j'ai pas peur de souffrir par rapport à ça. J'ai pas peur d'être C'est ça. déçu. J'ai pas peur de le perdre. J'ai pas peur d'être en manque. J'ai pas peur de... Et donc là, c'est vraiment le buffet, c'est ouvert tous les jours, plein de surprises qui arrivent et je suis ouvert à tout ça. Ouais, les perspectives changent totalement. Ouais, non, mais Ouais. c'est très très juste. Et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange? Alors le mot de la fin, j'amène souvent parce que souvent on fait ces choses-là pour nous dans un premier temps, mais il y a une chose qui est hyper importante quand on travaille avec la neurobiologie et qu'on travaille avec soi. Parce qu'en neurobiologie, on dit avec soi, pas sur soi. On travaille avec soi parce que le but c'est justement de créer le lien. Eh bien, on se rend compte que il y a ce qu'on appelle un effet qui est physiologique, qui est naturel, qu'on appelle la corrégulation. C'est-à-dire que moi, mon état actuel, je peux le transmettre aux gens naturellement. Et inversement, les états des autres, je les reçois aussi. C'est pour ça que parfois, quand on a des enfants qui sont trop actifs, et on va dire, ah, ils m'énervent, en fait, c'est parce que lui, il est dans cet état sympathique, moi, je le ressens. Et comme je ressens cet état, moi, la colère, ça fait partie de cet état. Donc, ça m'énerve, alors que j'étais tranquille, apaisé. Et en fait, je subis l'état de l'autre, je subis la corrégulation. Donc, la corrégulation, c'est un point important. Mais si on apprend tous, ou de plus en plus de gens apprennent à se mettre en sécurité, ils vont aussi avoir un effet corrégulateur sur les autres. Donc, souvent, c'est un travail, on travaille de développement personnel, c'est un travail personnel, mais les conséquences sont beaucoup plus grandes. Parce qu'on va aussi avoir un impact sur ses enfants, sur sa famille, sur ses collaborateurs, sur la boulangère qui fait la gueule parce qu'il y a un truc qui va pas en ce moment. Et parce que moi, je vais arriver et que je me sens super bien avec un grand sourire et que je vais être capable de le faire changer d'état, même si c'est que 5 secondes. Hein, pendant 5 secondes, en fait, je l'ai aidé à se réguler. Voilà, elle est sortie de son insécurité. Après, elle est revenue quand je suis parti. Mais c'est vraiment d'avoir cette conscience que je le fais pas seulement pour moi.
Je le fais aussi pour, souvent on parle d'avoir un impact sur le monde, des fois, être leader. Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui sait mettre les autres en sécurité pour que chacun puisse faire ce qu'il a envie de faire. Et donc, eh bien, c'est le double effet, on va dire. C'est-à-dire qu'au moment où moi, j'arrive à me mettre en sécurité, eh bien, ça me permet aussi de pouvoir offrir aux autres cet espace de sécurité qu'ils vont ressentir et qui vont leur permettre de pouvoir rêver, de pouvoir se dire pourquoi pas, de pouvoir y aller, passer à l'action, parce que je leur ai offert cet espace-là aussi. C'est exactement ça, c'est très juste en tout cas. Mais en tout cas, un très très grand merci pour cet échange, Ludovic. Vraiment, c'était très riche et merci. Avec plaisir. Si cet épisode vous plaît, je vous serais vraiment reconnaissante de laisser un commentaire avec un maximum d'étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée pour m'aider à le faire connaître. N'hésitez pas à le partager si ce podcast vous semble être utile à d'autres personnes. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt!